Bonjour à toutes et à tous. Salut Catherine. Salut Pablo. Bon, on a un peu changé de cadre, hein. On est samedi matin. On n'a pas fait ça, normalement on fait ça le vendredi après-midi pour le samedi. Mais là, on a fait ça samedi matin et on est chez moi. On Merci prend un pour le petit café. café. Voilà, c'est ça. Chin. Tiens. Alors, dans ce débrief hebdomadaire, on va revenir sur cette semaine qui a été quand même, disons-le, un peu chaotique avec plein d'événements qu'il est un peu difficile il est un peu difficile de trouver un fil rouge en fait au sein de tous ces événements. Il y a eu d'abord le mouvement social, la grande grève interprofessionnelle de mardi et les mobilisations dans la rue qui s'en sont suivies. Il y a eu le 49.3, les deux 49.3 sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et derrière, les motions de censure des oppositions, des deux oppositions différentes, à la fois l'extrême droite et la NUPES. Il y a eu la démission de Liz Truss en Grande-Bretagne. Il y a eu un autre fil rouge de la semaine particulièrement, comment on dit, dur et triste. Ça a été aussi toutes ce qui s'est passé autour de la mort de la jeune Lola dans le 19e arrondissement de Paris et la récupération complètement abjecte, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, par l'extrême droite et une partie de la droite. Donc voilà, donc, plus arrivé le vendredi, le plan du gouvernement sur les questions écolo, donc avec une grande interview d'Elisabeth Borne dans l'IB et l'annonce d'Emmanuel Macron de sortir d'un traité sur l'énergie dont on parlera tout à l'heure. Donc plein de choses. Je pense que on va essayer nous de trouver quand même de trouver de trouver de la consistance en fait dans tout ce qui s'est passé. On va commencer par le mouvement social. Où est-ce qu'on en est? Genre, parce que là, maintenant, ça fait quand même 10 jours que le mouvement est entamé. Ça fait plus maintenant 3 semaines que les raffineries sont en grève, plus ou moins. Il y a des moments où ça se remet et il y a des grosses grèves et d'autres moments où il y a moins de gens en grève, mais globalement, c'est toujours compliqué d'aller chercher de l'essence à la pompe. Qu'est-ce qui se passe? Genre, où est-ce que ça va? Parce qu'on n'a pas l'impression que la direction de Total un jour va arriver et dire bon bah ok c'est parti, on vous donne les 10% et est-ce que c'est en train de s'enliser? Bah, j'ai l'impression, puisque la direction de Total décide maintenant qu'elle ne négocie plus. Mm. Elle dit voilà, j'ai trouvé un accord majoritaire un accord avec des syndicats majoritaires au sein de l'entreprise, mais qui ne sont pas majoritaires au sein des raffineries, et je m'en tiens à ça. Et donc la négociation est terminée. Donc c'est une situation quand même qui est particulièrement difficile, parce que en fait la direction ne réserve pas une sortie de crise. On entend le gouvernement, la première ministre, voire Emmanuel Macron citer Thorez en disant qu'il faut savoir terminer une grève. Pour terminer une grève, il faut être deux. Il faut aussi qu'il y ait une direction qui permette la fin du conflit. Et là, ils sont plutôt dans une attitude assez dure. Ouais. Donc, je trouve ça assez compliqué parce qu'évidemment, les gens ne veulent pas. Ils se considèrent comme totalement légitimes de demander une augmentation de salaire équivalente à l'inflation et un partage de la richesse extraordinaire qu'a fait Total. Donc, je trouve qu'ils se sentent légitimes et ils ne voient pas pourquoi ils céderaient. Et puis le patronat qui décide de ne plus négocier. Donc, la situation est assez complexe. Ce qui me fait dire quand même, dans ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même une question... il y a un espèce de fil rouge malgré tout dans ce que tu as dit, c'est le chaos, l'impression d'un monde extrêmement incertain, voire dangereux, parce que tu n'as pas parlé de l'Ukraine, que tu aurais pu rajouter avec les accidents, les surenchères, etc. Donc, je pense que c'est ça le moment dans lequel on est, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'injustice qui est allié à un sentiment d'inquiétude. On l'avait déjà dit la semaine dernière, et que la dynamique qui va l'emporter va déterminer la suite des choses. Et tu as bien fait, moi je trouve, de mettre l'affaire de l'Angleterre dans la liste des événements qui sont quasi de notre politique nationale, parce qu'il y a quelque chose qui est très très frappant, c'est comment un pays qui est,
je dirais, au poids économique équivalent à la France, se trouve dans une situation, j'entendais ce matin, où il y a des millions d'Anglais qui sautent un repas faute de pouvoir manger. Ça veut dire qu'on est dans une situation où en Angleterre, il y a 14 millions, ça c'était Thierry Labica qui le disait dans la midinale que tu as faite hier, qu'on peut voir sur regard.fr, 14 millions d'Anglais qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et encore une fois, des millions d'Anglais qui sautent des repas, qui ne savent pas comment ils vont se chauffer cet hiver, un doublement du prix de l'énergie. Tout ça, c'est à nos portes, ce sont nos voisins. On sait qu'on n'est pas dans un pays d'extrême faiblesse. Et puis, donc je pense que c'est ça qui pèse un peu. Beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a un autre fil rouge qui concerne. On peut en parler à la fois concernant ce qui se passe dans les grèves, mais aussi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sur le 49.3 et même dans les oppositions à la motion de censure, c'est la question du dialogue en fait, de l'absence de dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace pour, par exemple, la discussion entre les salariés grévistes et la direction. Il n'y a plus d'espace pour la discussion entre le gouvernement et les oppositions. Il n'y a plus d'espace, d'ailleurs il n'y en a jamais eu, et c'est peut-être tant mieux, hein, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a pas d'espace, par exemple, pour que les oppositions, au pluriel, c'est-à-dire l'extrême droite et la NUPES, puissent discuter et signer ensemble, par exemple, des motions de censure. Je dis vraiment pas que c'est bien, hein, je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas le faire. Mais je dis juste que ces espaces, en fait, sont complètement détruits. Enfin, ils ne sont même pas envisagés, en fait, ces espaces de dialogue. Ils ne sont plus envisageables. Du coup, ça pose des vraies questions parce que dans nos démocraties, dans le fonctionnement de nos institutions, dans le fonctionnement de notre société, en fait, ces espaces de dialogue sont très importants. Et aujourd'hui, comme ils sont en train de se réduire, comme en fait chacun s'assoit de plus en plus à son endroit, et je suis plus d'accord avec certains qu'avec d'autres. Hein. Je suis plus d'accord avec les grévistes de Total ou avec la NUPES qu'avec le gouvernement et la direction de Total. Mais je vois aussi que chacun en fait s'assoit sur sa certitude, sur le fait qu'il a forcément raison, il défend ses intérêts, qui sont des intérêts de classe, qui sont des intérêts politiques, qui sont des façons de voir le monde complètement différentes. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait en fait? Enfin, je veux dire, en fait, au bout d'un moment, on est bloqué, hein, je trouve, dans le raisonnement. Oui, mais tu vois, à la fois, je vois bien ce que tu veux dire en disant qu'on a un sentiment qu'il n'y a plus d'espace de dialogue, donc du coup, tout se crispe et tout se grippe. C'est globalement vrai, c'est un peu moins vrai à gauche. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où c'est moins grippé, moins crispé qu'il y a 6 mois. Ah oui. Voilà, au moins la gauche... Là, je dis NUPES, c'est-à-dire que ça existe. Oui, il y a une entité... Alors, la NUPES existe, mais même à l'intérieur de la NUPES, quand même, les relations, à force que ça s'installe, la relation, je veux dire, on devient de tellement loin que il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à ne pas s'invectiver et à ne pas se soupçonner. Je pense que tout ça est en train de se passer. Moi, j'ai noté, par exemple, dimanche après-midi, la semaine dernière, lors de la marche de la NUPES contre la vie chère et l'inaction climatique, qu'Olivier Faure a pu prendre la parole sur le char principal, où tout le monde a pu prendre la parole, enfin, toutes les forces, et il s'est pas fait siffler. En 2017, il y a 5 ans, on avait dû l'exfiltrer de la manifestation tellement il était chahuté. Donc, les relations à l'intérieur de la gauche commencent à pouvoir ressembler à quelque chose qui est de l'ordre du dialogue. Je pense qu'il faut le construire parce que je pense on ne peut pas s'en tenir à un accord qui a été signé des 650 mesures, un pistolet sur la tempe, hein, parce qu'en gros ils avaient quand même pas trop le choix que de signer pour avoir un accord qui leur a permis à chacun de conserver leur groupe. Mais il faut pas, enfin tout le monde sait bien que ce n'est pas un accord de fond. Et d'ailleurs on va le voir très vite quand on va revenir sur la question des retraites, où pour l'instant le Parti socialiste renacle à la référence à la retraite à 60 ans, quand bien même c'était signé au mois de mai. Ça, c'est le premier point. Mais on commence quand même à pouvoir rediscuter entre les forces de gauche qui sont pas toutes au même point et qui sont voilà, avec des approches et des histoires et des objectifs qui sont différents. Les forces de gauche, c'est une chose. Après, il y a tout le reste. Alors, ce que j'allais dire... On n'est pas obligé de discuter avec eux. Hein, le rapport de force peut suffire. Non, dans tout le reste, je sais pas si c'est des forces de gauche, mais en tout cas, les syndicats, c'est pas si mal que ça non plus. C'est-à-dire que quand bien même, évidemment, on voit bien que chez Total, la CFDT joue un rôle
qui n'est pas du tout satisfaisant parce que finalement elle avalise un accord qui est en dessous du niveau d'inflation et on comprend pas pourquoi elle le fait. Mais ceci étant, sur le reste, les syndicats, d'abord ils ont appelé ensemble, ils réappellent ensemble pour la suite. Donc on a CGT, FO, Sud, FSU, plus les organisations de jeunesse. Donc ça fait quand même un môle non négligeable, mais même il y a des relations régulières avec la CFDT. Et je pense que c'est quand même une situation sur le plan syndical qui est moins détériorée qu'elle n'a été. Et je pense que tout le monde a en ligne de mire la question de la retraite à 60 ans et d'amasser des forces et des convergences pour pouvoir faire face à cette remise en cause extrêmement dure pour tout un chacun, enfin pour les gens qui travaillent. Donc ouais, je suis d'accord qu'il y a de la crispation et que, en particulier, le gouvernement a une gestion totalement, enfin, je veux dire, c'est incroyable. Ils font l'inverse de ce qu'ils annoncent, quoi. Ils disent on veut discuter, on veut faire des compromis. Ils n'en passent aucun, même pas avec leur propre majorité. Enfin, avec l'article sur le modem. Enfin, c'est de l'ordre du symbolique. Passer de 30 à 35% pour les super dividendes, c'est-à-dire ceux qui ont augmenté de 20% par, enfin, je veux dire. C'est pas beaucoup, deux, pour pas beaucoup de monde, et même ça, ils veulent pas le concéder. C'est-à-dire qu'il y a une position très très dure, en effet, vis-à-vis des partenaires politiques et de l'Assemblée nationale. Puis c'est pas que sur le fond, c'est aussi oui, sur la forme. Aussi, non, mais c'est symbolique, oui. C'est-à-dire que en fait, c'est Elisabeth Borne et le gouvernement qui ont fait le choix, bon, c'est le principe du 49.3, hein, tu vas me dire, mais ils ont fait le choix des amendements qu'ils retenaient et de ceux qu'ils écartaient. Et d'ailleurs, ils en ont pris certains de la NUPES, hein, qui étaient issus des amendements plutôt des socialistes, mais ils en ont retenu des amendements de la NUPES. Mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est censé être délibératif et c'est censé être la représentation nationale qui quand même a voix au chapitre. Là, non, ils ont fait les choix. Et pareil, bon, alors sur le projet de financement de la sécurité sociale, les débats ont duré à peine quelques heures. Ils sont à peine allés à l'article, je crois, ils ont été au début de l'article 4 et c'est fini. Allez, genre on abandonne, même pas de débat, quoi. Ah oui, c'est incroyable. Il est expliqué que 6 jours, c'est vraiment trop pour discuter du budget de la France et une journée, c'est trop pour discuter du budget de la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, le fait que les oppositions vont s'opposer au budget, je veux dire, c'est écrit d'avance, on le sait. Dans la constitution, enfin dans la tradition républicaine, quand tu votes le budget, c'est-à-dire que tu fais partie de la majorité. Bon, donc ils savaient très bien qu'ils ne voteraient pas le budget. Voilà, donc il y a pas de surprise. Ils votent pas le budget, mais de toute façon, il n'y a pas d'alliance possible pour renverser le gouvernement. Donc le gouvernement va de toute façon, mais qu'ils interrompent comme ça aussi rapidement et brutalement le débat et qu'ils se laissent seuls juges des amendements qu'ils conservent, c'est-à-dire tous ceux qui avaient trouvé une majorité dans l'Assemblée, c'est-à-dire finalement un consensus dans l'Assemblée, ceux-là, ils ne sont pas retenus. Y compris avec des députés Renaissance, c'est-à-dire bien sûr. du parti du gouvernement. Oui, non, c'est vrai que c'est très étonnant, mais enfin, excuse-moi, mais c'est pas la première fois qu'ils agissent comme ça. Enfin, le 49.3, il n'y en avait pas eu pendant le premier mandat, à part sur Édouard Philippe l'avait sorti au moment de la réforme des retraites, mais bon, le problème c'est qu'il l'a sorti, puis derrière ça n'a pas pu faire la navette parlementaire puisqu'il y a eu le Covid et la réforme a été tuée dans l'œuf, tant mieux d'ailleurs. Mais donc du coup, c'est quand même une façon de faire, et ils avaient la majorité à l'époque, mais c'est quand même une façon de faire, ne pas écouter les oppositions qui commencent à être caractéristiques en fait de ce qu'est le macronisme. En fait, ils sont persuadés du bien fondé de ce qu'ils pensent. Après, il y a la question des oppositions et des motions de censure. Là, il y a 2 motions de censure en gros qui ont été déposées, l'une issue avec toute la NUPES et l'autre issue du RN. Les uns ne veulent pas voter pour les autres. Est-ce que tu trouves ça légitime? Moi, je veux dire oui. On ne signe pas un truc avec le RN. Enfin, on met pas sa signature à côté de Marine Le Pen. Moi, je pense ça fait l'objet d'un débat. Donc, si ça fait l'objet d'un débat, c'est que peut-être qu'il y a des arguments qui plaidaient pour qu'il n'en soit pas ainsi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que... Alors vas-y, voilà, donne-nous les arguments. Non, mais par exemple, Emmanuel Bompard avait proposé qu'on vote la motion de censure de l'extrême droite. Et au départ, Marine Le Pen avait dit qu'elle voterait aussi toutes les motions de censure qui seraient déposées. Donc, il y a eu une première position qui s'est transformée en chacun votera sa propre motion de censure. Quel est
en fait, l'arrière-plan de cette question, c'est évidemment pas un accord politique possible entre la NUPES et l'extrême droite. Ça, je pense que personne ne croit à cette hypothèse-là. C'est est-ce que, d'une manière ou d'une autre, le gouvernement peut se sentir en danger par la coalition de ses oppositions. Si on dit qu'on ne votera jamais ensemble, il ne tombera jamais. Le gouvernement ne tombera jamais, donc on lui donne d'une certaine manière la liberté d'avancer sans tenir compte de ses oppositions. Tandis que si on lui maintient la menace d'une coalition des oppositions, ça devient plus compliqué. Et évidemment, l'enjeu, il n'est pas pour maintenant, il est pour cette réforme qui arrive, sur laquelle ont déjà donné leur opposition, et la NUPES et l'extrême droite, c'est-à-dire la réforme des retraites. Est-ce qu'il peut y avoir une motion de censure commune, extrême droite, NUPES, contre l'allongement de la durée de cotisation et de l'âge de départ à la retraite? C'est ça, je pense qu'en fait, en arrière-plan de cette histoire, c'est est-ce qu'on peut voter ensemble ça, c'est-à-dire exprimer ensemble un désaccord sur une réforme, et sachant que d'ores et déjà, ils votent des fois ensemble des amendements. Il y a des amendements qu'ils ont votés ensemble, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des raisons ponctuel d'accord sur une proposition, ce qui ne veut pas dire que les raisons pour lesquelles on est d'accord sont totalement les mêmes, et que la totalité du corpus idéologique est engagé dans un vote. Donc je pense que c'est pour ça que ça a fait l'objet d'une discussion. C'est-à-dire que c'est pas un truc totalement neutre dans la manière de s'opposer et de combattre à l'Assemblée le pouvoir. Je me permets quand même de rajouter quelque chose, c'est que de toutes les façons, la NUPES plus l'extrême droite, on n'a pas une majorité. Donc non, mais tout ça est quand même de l'affichage. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une partie des LR en fait qui décide de voter la motion de censure, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas et très 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 loin s'en faut, je ne vois pas à quoi ça sert, à part de dire symboliquement on a signé le même papier, nous et le RN. Alors, ce que je pense, c'est que j'ai regardé encore hier le gros sondage fait par Libération, donc tout le monde dit les sondages Viva Voice. C'est pas Viva Voice, c'est Via Voice. Via Voice, pardon. Voilà. Viva Voice. Ça ne donne que des indications, mais moi, ce qui m'a frappé dans ce sondage d'hier, c'est à quel point les électeurs républicains, qui se définissent donc proches des républicains ou qui ont voté Valérie Pécresse, sont opposés à Emmanuel Macron. C'est une opposition très 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 forte et très nette. Enfin, je veux dire, l'appréciation par rapport à l'action du gouvernement, la cote de popularité de Borne et de Emmanuel Macron. Enfin, ils sont dans les mêmes niveaux de rejet que les électeurs de la NUPES, voire parfois plus, et les électeurs de l'extrême droite. Du coup, ce que je pense, c'est que le calcul qui était celui notamment de Le Maire, de penser pouvoir récupérer une partie du groupe parlementaire républicain pour soutenir les projets de budget, voire d'autres comme celui de la réforme des retraites, il est très très compliqué. Il est très compliqué. Alors évidemment, il est impossible tant que il y a des élections internes au Parti républicain, mais que ces élections internes au Parti républicain, on voit à quel point elles se jouent à droite. Enfin, je veux dire, on s'en dira deux mots tout à l'heure à propos de Lola, mais on voit qu'on est un espèce de bis repetita de la primaire des Républicains pendant l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il fallait, finalement, Ciotti était celui qui paraissait le plus en phase avec l'électorat, et peut-être l'est-il, et que donc tous les autres courent derrière. Et donc, de ce point de vue, je ne vois pas du tout les Républicains pouvoir prêter main forte à un gouvernement en difficulté. Donc, l'histoire de ce qui va se passer au plan politique dépendra évidemment de ce qui va se passer dans la rue, ou les entreprises, etc., au moment de la réforme des retraites. Mais s'il y a une motion de censure à cette occasion, ce que feront les Républicains, je pense que c'est pas totalement écrit, parce qu'il y a ce rejet d'Emmanuel Macron qui est très puissant parmi les Républicains. Alors évidemment, après, dernière question derrière, c'est évidemment est-ce que les uns et les autres ont intérêt à une dissolution. Bon, mais en retour, puisque j'ai que ça a été discuté, je pense qu'il y a une partie des gens qui pensent que stratégiquement c'est un problème
que d'annoncer que jamais on ne voterait avec le Front National, moi je pense que c'est un problème que de ne pas le dire. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question, c'est qu'on est dans un contexte national et international dans lequel les idées d'extrême droite ne sont pas conjoncturellement en dynamique, elles le sont profondément et elles le sont pour des raisons que l'on peut analyser et qui tiennent à cette incertitude du monde et cette inquiétude que chacun a pour le collectif et pour soi-même, et que c'est les idées d'extrême droite qui sont en force. Bon, les nouvelles qui nous viennent du Brésil sont quand même vraiment pas du tout, oui, inquiétantes. C'est-à-dire que Bolsonaro est en train de refaire son écart, qui était déjà moindre que celui qu'on espérait, mais il refait son écart face à Lula. On voit que les midterms aux États-Unis pourraient tout à fait mal tourner pour le Parti démocrate et renforcer les Trumpistes. Évidemment, il y a ce qui s'est passé en Italie. Voilà, tout ça, et ce sont des poussées d'extrême droite qui font que moi j'ai l'impression que c'est l'enjeu central de la période politique du moment. Enfin, quand je dis du moment, c'est pour moi, c'est dans les années qui viennent. C'est-à-dire battre l'extrême droite. Donc ça ne dit pas comment on la bat, mais battre l'extrême droite, c'est-à-dire la désigner comme étant notre adversaire principal, et que c'est ça qu'il va falloir, c'est elle qu'il va falloir battre et faire reculer. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça l'enjeu. Donc, je suis plutôt pour une position de principe. On ne vote pas avec l'extrême droite une motion de censure. Donc du coup, c'est une parfaite transition sur. Tu parles de l'extrême droite avec donc ce qui s'est aussi passé cette semaine après le meurtre de la petite Lola et en fait tout le ramdam qu'a fait l'extrême droite. D'ailleurs, les différentes composantes de l'extrême droite en fait se sont réveillées avec des styles un peu différents, parce que Éric Zemmour est revenu, et Reconquête, ils sont revenus en fait sur le devant de la scène en assénant en fait ce terme de francocide, en fait, qui voudrait dire en gros, si j'ai bien compris, que vous avez des étrangers qui tuent des gens français ou parce que catholiques ou parce que blancs, je sais pas quoi. Voilà, parce ça, que français, avec en sous-texte, français égale blanc égale catholique. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est complètement con, mais enfin, voilà, c'est la proposition qu'il fait. Il l'avait annoncé dans son discours de rentrée, Éric Zemmour, qui voulait faire de ce mot francocide, il voulait qu'on puisse l'utiliser autant que féminicide. Et cette semaine, bon, on a compris que genre c'était vraiment leur objectif à Reconquête. Et en parallèle, il y a donc le RN, Marine Le Pen, qui, au début, ils ont emboîté le pas, ils ont commencé à faire exactement la même chose et à dire effectivement à récupérer en fait le meurtre de Lola pour balancer tout leur programme raciste et sur l'immigration, anti-immigration, etc. Et puis à un moment, il s'est passé un truc au milieu de la semaine, notamment au moment où Éric Zemmour a appelé un rassemblement. Au début, Jordan Bardella, le président par intérim du RN, a dit bon bah on va aller au rassemblement. Et puis quelques heures après, finalement, Marine Le Pen a dit non, on va pas au rassemblement parce que de toute façon, Éric Zemmour c'est des énervés et nous on est vachement différents. On va aller faire une minute de silence devant l'Assemblée nationale en écharpe. Bon, c'était tout aussi symboliquement important. Globalement, ça veut dire exactement la même chose, hein, parce qu'en plus, c'était quand même assez, enfin, j'allais dire cocasse, mais triste, enfin, horrible et abject, parce que Marine Le Pen donc dit, je fais une minute de silence, et puis donc ils font leur minute de silence en écharpe, et puis après, elle va devant les caméras parler pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, elle est là à déblatérer son discours anti-immigration en disant surtout pas de récupération, mais quand même le gouvernement est responsable. Bon, utiliser le corps un fait divers aussi monstrueux que celui-là pour faire une caisse de résonance pour leur programme anti-immigration et raciste, je trouve que c'est particulièrement horrible. Et en même temps, c'est exactement ce que fait l'extrême droite, en fait, depuis maintenant longtemps. C'est pas la première fois, en fait, qu'ils récupèrent des faits divers et qu'ils en font des symboles, en fait, pour justifier leur haine et leur programme. D'ailleurs, ils les rappellent. Cette semaine, moi, je les ai écoutés dans les différents médias. Ils disent à chaque fois, oui, c'est comme ce qui s'est passé à Nantes où une femme a été violée par 3 réfugiés soudanais. C'est comme ce qui s'est passé à machin. Et ils font une liste comme ça de faits divers pour essayer de faire comprendre
que c'est systémique en fait ce dont il parle. Alors même que lorsqu'on regarde, vous avez 85% des crimes qui sont commis, des crimes, donc c'est-à-dire des viols, des assassinats, etc., qui sont commis par des Français. On parle d'un enfant, 90% ou 92% des violences sur les enfants sont commises par le cercle familial. Ah, ma machine à café qui se met en route. Dans le cercle familial. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Systémiquement, les chiffres sont contre eux, mais voilà, le truc, c'est que comme ils arrivent à aligner des faits divers et à faire des listes à la Prévert de faits divers, au bout d'un moment, ben, je n'arrive pas tellement à savoir s'il y a une réalité, s'ils arrivent à créer une réalité parallèle sur cette question et vraiment à créer un sentiment de peur dans le pays, ou si on se dit vraiment là, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Bah écoute, moi je pense que c'est ultra dégueulasse ce qu'ils ont fait, parce que cette femme, enfin, visiblement est totalement dérangée, quoi. Ah oui. Voilà, et que les gens qui sont fous, ben ils sont fous dans tous les pays, qu'ils aient leur carte d'autorisation pour le territoire ou qu'ils ne l'aient pas. Enfin, je veux dire, ça ne, là, c'est un crime épouvantable d'une femme dérangée. Moi, je pense qu'on est plus devant ce problème-là qu'autre chose. Mais de là à dire, ben moi je pense que ça a eu des effets très concrets. C'est-à-dire que tu as vu l'interview que Retailleau a donnée à Valeurs Actuelles, mais c'est épouvantable. Retailleau valide, s'aligne. Retailleau qu'on annonce comme étant celui qui va probablement gagner la primaire. Enfin bon, en tout cas, il est dans les très possibles. Avec Ciotti. Oui, mais ce sera l'un ou l'autre. Oui, avec le fait que Retailleau, il a une image plus rassembleuse, c'est-à-dire que le fait qu'il soit président au Sénat du groupe LR avec des diversités de sensibilités parmi des sénateurs républicains, il donne le sentiment d'être plus rassembleur. Donc, et puis il a un discours qui est plus rond, plus policé. C'est quelqu'un qui est assez comment dire, sophistiqué dans son discours politique. Oui, formellement par rapport à Ciotti, c'est un peu plus style Sarkozy, quoi. Oui, mais il a aussi, il a du bagage historique, intellectuel. Enfin, c'est un solide en politique, Retailleau. Et donc, bon, il est probable, possible, très possible qu'il le gagne. Il s'est totalement aligné sur les thèses les plus extrémistes du grand remplacement, etc., quoi. Enfin, dans son interview. Alors, ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est, tu vois comment Véran a répondu à la conférence de presse hebdomadaire où il a dit, oui, le gouvernement va essayer d'améliorer ses reconduites à la frontière. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, ils ont validé l'un et l'autre la proposition qui est faite par l'extrême droite, que le problème vient des immigrés en situation irrégulière et que c'est ça qui produit de l'insécurité et du danger en France. Sachant que de la même semaine est tombé également le fait que depuis 30 ans, on a divisé par 2 les crimes de sang. Donc on est en fait dans un recul des crimes les plus abjects, mais ça personne n'en parle et en revanche on valide à tous les échelons depuis le gouvernement jusqu'aux républicains, c'est complètement, ça produit un effet politique massif, cette affaire-là. D'autant que tu cites Véran, mais formellement, en fait, la prise de parole, à mon sens, la plus importante de la semaine liée à Lola, et c'est la parole de Gérald Darmanin, qui est allé quand même plus de 2 heures chez Cyril Hanouna, donc jeudi soir. Il a fait face à Baba, donc face à Cyril Hanouna, et pendant 2 heures, en gros, il a parlé d'immigration, de délinquance des étrangers, et comme tu dis, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont validé encore une fois le lien qu'il pouvait y avoir entre le meurtre de Lola et mais vraiment l'immigration irrégulière et les OQTF, etc. Et alors les OQTF, à la limite, on peut voir, puisque effectivement, elle était soumise à une OQTF, mais le reste, enfin, je veux dire, ils étaient en train de parler des vols à la tire, etc. Je vois pas le rapport en fait avec le schmilblick, mais voilà, comme l'extrême droite, finalement, le gouvernement a vu un rapport et a fait des propositions fortes, c'est-à-dire dramatiquement d'extrême droite sur le sujet. Moi, c'est tout à fait anecdotique, mais dans les ambiances du moment qui me préoccupent, vous avez vu que le couple de Serge et Klarsfeld, sa femme, Beat Klarsfeld, ont été décorés par Louis Alliot à Perpignan le week-end dernier.
J'ai entendu leur interview, enfin l'interview de Serge Klarsfeld sur France Inter hier matin, dans lequel il justifie politiquement le fait d'être allé à Perpignan, c'est-à-dire c'est pas du tout, il y aurait pu y avoir une espèce de truc à la con, genre moi je prends toutes les médailles parce que mon combat il est universel, blablabla, pas du tout, c'est pas ça qu'il raconte. Ce qu'il dit, il dit, moi je préfère une extrême droite qui se droitise plutôt qu'une droite qui s'extrémise. C'est-à-dire qu'en fait, il justifie sa présence auprès de Louis Alliot en disant, au fond, Louis Alliot, il est en train de faire un chemin vers l'abandon des idées les plus extrêmes au sein de l'extrême droite. Vers le pouvoir, en fait. Oui, mais d'une certaine manière, qui se défait des oripeaux de l'extrême droite la plus raciste, la plus extrême, et donc je crée une convergence. En fait, il participe de cet univers de convergence et de pont entre la droite et l'extrême droite, et c'est quand même une personnalité morale de grande importance. Le couple Carcel, c'est pas du tout anodin dans notre pays. Ces gens qui se sont battus pour que les criminels nazis soient jugés, aujourd'hui vont pactiser avec Louis Alliot. C'est vraiment bon. Ceci étant, ça m'a fait chialer. Oui, moi je suis extrêmement choquée de cette histoire. Et par ailleurs, ce que ça nous montre aussi, c'est que le débat à l'intérieur du Rassemblement national entre Louis Alliot et Jordan Bardella prend des tournures idéologiques que l'on ne soupçonnait pas. Au départ, ils étaient partis sur l'idée on est les mêmes, on est des générations différentes, des expériences différentes, des légitimités différentes, mais on n'a pas de différence. Et en fait, là, on est en train de se rendre compte que Bardella est sur une position beaucoup plus maigretiste, c'est-à-dire beaucoup plus radicale. Donc reprenant quasiment sans en prendre le terme la théorie du grand remplacement, ce que Louis Alliot ne fait pas, c'est-à-dire d'une certaine manière, il est plus dans la ligne de la dédiabolisation de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il est sur une position d'extrême droite qui serait débarrassée des éléments les plus subversifs pour la République dans le discours. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, sachant que quand même les chances de Louis Alliot sont assez minces de gagner. Donc Jordan Bardella pourrait l'emporter. Et par ailleurs, c'est ce que si c'était Louis Alliot, d'une certaine manière, il est aussi plus droite compatible. D'ailleurs, dans sa région, il l'est. Ce qui vient de se passer avec le couple Klarsfeld en donne une indication. Dernier point, le plan du gouvernement, le formidable plan du gouvernement pour le climat. Qu'est-ce que tu as pensé de l'interview de notre première ministre à Libération où précisément elle était censée détailler ce plan? C'est affreux. Non, mais franchement, moi, je ne redis pas, je ne nie pas du tout qu'il y ait besoin de méthode. Ce que je veux dire, quand elle dit il va falloir organiser l'action de l'ensemble du gouvernement, etc. Bon, mais très bien, mais qu'elle le fasse. Tu veux dire, elle nous emmerde là. Faut le faire là maintenant. Par ailleurs, le seul message qu'elle envoie, c'est je ne veux pas stigmatiser les Français. En faisant ça, elle stigmatise, évidemment. C'est-à-dire de quoi parle-t-elle? C'est-à-dire qu'elle dit je ne veux pas qu'on dise que les plus pauvres sont ceux qui polluent le plus. Mais c'est exactement le contraire, hein. Ma chère madame. Ceux qui polluent le plus, ce sont les plus riches. Évidemment, ils ont des bilans carbone de leur mode de vie extrêmement élevés, sans même parler de ceux qui ont des jets privés. Parce que cela, on va dire que c'est de l'ordre de l'anecdotique. Symboliquement, c'est pas rien, mais c'est anecdotique. Par contre, les 10% les plus aisés de notre pays consomment 10 fois plus quasiment que les 20 ou 30% les plus pauvres. Donc c'est quand même, on n'a pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle avait en sous-texte quelque chose sur la stigmatisation. C'est-à-dire que ce dont elle parle, ce n'est pas de la difficulté de faire avec tous et d'embarquer tout le monde et de trouver les compensations qui vont être nécessaires parce qu'il y a des emplois qui vont changer, parce que il va falloir là, il y a des décisions qui sont imminentes, voire qui ont commencé à être prises. Par exemple, les ZFE,
C'est-à-dire que c'est tous ceux qui ont des voitures polluantes, maintenant dans un certain nombre d'agglomérations, par exemple l'agglomération de Rouen, elle a mis en application la ZFE et ça va maintenant arriver de plus en plus dans les grandes agglomérations où on va interdire aux vieilles voitures d'entrer dans l'agglomération. Ça demande véritablement une discussion. Parce que on les met à l'écart, on les pénalise durement. Il y a tous les enjeux sur les bâtiments, les logements qui sont mal isolés, qui ne seront plus autorisés à la location et à la vente. Ces deux mesures prises comme ça, on peut se dire, oui, c'est du bon sens. C'est du bon sens parce que il faut revenir sur les voitures polluantes, faire reculer la part du pétrole et il faut absolument pousser les propriétaires à isoler leurs bâtiments. Le seul problème, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre à l'écart des gens qui ont des voitures et qui par ailleurs s'en servent relativement peu. C'est-à-dire que dans les gens qui ont des très vieilles bagnoles, ils font quoi? Ils font une fois par an pour partir en vacances, quelques fois le week-end et encore. Donc c'est pas forcément eux qui sont les plus polluants. Par ailleurs, moi je pense qu'il y a une discussion à avoir sur le fait que écologiquement le bilan il est positif dans le fait de se débarrasser d'une vieille bagnole parce qu'elle est là. Voilà, moi je suis plutôt en ce moment enclin à penser qu'il faut essayer de réemployer, transformer les bagnoles et les bâtiments. Et par ailleurs, les bâtiments qui sont mal isolés, quand tu vois comment sont distribuées les aides et à quel point elles sont pauvres dans le budget, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est 2,5 milliards pour l'isolation thermique, c'est l'équivalent de 100 000 logements en isolation thermique. Il y a plus de 5 millions de logements qui sont d'étiquette G et H, G et F. Donc ça veut dire qu'on ne donne pas les moyens et on fait un discours sur je veux pas stigmatiser les pauvres. Non mais stop quoi, c'est de la pure démagogie et il n'y a pas les moyens derrière et en fait on n'adresse même pas la question au bon endroit. Moi ce qui m'a perturbé dans cette interview, c'est que en fait sans arrêt, elle renvoie l'intervieweur lui pose la question et après elle dit ah bah oui mais on va demander aux entreprises, il faudrait que les individus, etc. C'est-à-dire que ce n'est que de l'ordre du discours. Il n'y a pas vraiment derrière de propositions de loi en bonne et due forme avec soit des grands investissements, soit des interdictions, etc. Et ça rejoint en fait une discussion que j'ai eue avec cette semaine un conseiller ministériel dont je tairai le nom, mais donc qui est du côté du gouvernement et qui m'a parlé d'un truc, ça m'a énormément choqué. Mais en gros, il m'a dit, mais tu sais, nous au gouvernement, on a remarqué un truc, c'est que ce qui était important, c'est pas les lois travail pour remettre les gens à l'emploi. Il me parlait de remettre les gens au travail et que genre en ce moment il y avait jamais eu autant d'embauches que machin. Et la raison pour laquelle il y avait autant d'embauches aujourd'hui, il a dit c'est pas les lois travail, c'est pas les lois pénicaux, etc. C'est les discours. C'est le discours d'Emmanuel Macron sur la prime. Au sortir du Covid, c'est ça qui a permis, parce qu'en fait, on est allé toucher les agents, c'est-à-dire les agents économiques, c'est-à-dire en gros les individus. C'est-à-dire Macron est allé toucher au cœur des individus par ses grands discours, où il a touché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ses allocutions, et en faisant ça, il a remis. Les gens se sont dit tiens, on va aller retravailler et la France machin. Et en fait, cette idée selon laquelle un discours fort, un discours qui indiquerait une direction et qui serait pas forcément derrière transcrit en loi, en interdiction ou en investissement, et que ce discours il serait plus fort que le reste. Bah ça, je pense que c'est aussi une des marques aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire et de son gouvernement et d'Elisabeth Borne, etc. C'est-à-dire que en fait, il se contente de dire ce qu'il faudrait faire et après de dire bah mettez un col roulé, arrêtez de consommer, mettez le chauffage à 17. Vous les entreprises, s'il vous plaît, répartissez mieux les richesses. Mais voilà, il se contente de le dire et il pense que c'est ça faire de la politique. Dans un sens, je sais pas s'ils sont complètement tort. Mais ça reste quand même, à mon sens, très problématique et parce que c'est diffus. Ils ont raison moi, je pense que la politique, c'est quand même de faire du discours. Donc, de dénoncer un objectif, un cap, ils ont raison. Le problème, c'est que là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que dit Borne, comme en fait dans son discours politique explicite, ce qu'elle met en cause, c'est le monde populaire.
C'est ça qu'elle dit. Elle dit, je ne veux pas stigmatiser les Français. Donc, de qui parle-t-elle? On sait bien qu'elle n'est pas en train de vouloir ne pas stigmatiser les riches. C'est pas le problème. Là, ce qu'elle dit, c'est je ne veux pas stigmatiser les pauvres. Donc, elle stigmatise. C'est-à-dire que le problème, moi, je pense que le fait de vouloir convaincre, c'est assez important. Le fait d'énoncer un cap, c'est assez important. Là, le cap, il est pas très clair. Parce Les moyens sont nuls. Les moyens sont tout à fait insuffisants, voire nuls. Et par ailleurs, il y a des attendus dans le discours qui ne sont pas de nature. Je veux dire, je suis désolée, mais quand le maire dit on va pas taxer les super profits, et ben le patron de Total, il comprend très bien le message. Voilà. Et donc, je pense que tout le monde a très bien compris que le gouvernement ne serait pas coercitif avec le patronat pour qu'il augmente les salaires, et que donc c'est le sens du discours politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui est problématique. Non seulement c'est son action, mais c'est aussi son discours. On va terminer quand même sur une note positive, notamment sur l'écologie. C'est l'annonce d'Emmanuel Macron de sortie du traité sur la charte de l'énergie, qui est un traité qu'on avait signé au milieu des années 90, en gros avec énormément de pays occidentaux et de l'ancien bloc de l'Est, et qui, entre autres, et c'était ça qui était particulièrement attaqué par les associations climatiques, en gros, permettait à des entreprises, lorsque des lois dans des pays étaient prises, par exemple pour des raisons écologiques, qu'il y avait des interdictions, de nouvelles interdictions, et bien les entreprises pouvaient mandater un tribunal d'arbitrage, c'est-à-dire privé, pour obtenir des compensations auprès des États que les lois faisaient découler. Pour faire simple, quelqu'un qui est une entreprise qui investit dans le gaz de schiste, s'il y a un gouvernement qui décide, non, vous ne ferez pas de fracturation et voilà, ils ont le droit de demander, alors qu'ils avaient fait des investissements dans ce sens. Donc ils ont le droit de demander des dédommagements et on sort enfin de ce truc qui en plus était, comme tu viens de le rappeler, un tribunal privé. Donc ça c'est une grosse victoire pour toutes les associations en fait qui se battent depuis très longtemps, à commencer par Greenpeace et compagnie. Enfin, je veux dire, là c'est vraiment l'aboutissement en fait d'un combat clair, et Emmanuel Macron a validé en fait ces combats. Voilà. Dans ces temps, comme tu as raison. Dans ces temps, voilà, terminons sur une note positive. Il y aura peut-être d'autres, hein. Enfin, je veux dire, tous les combats ne sont pas voués à être des échecs, qu'ils soient climatiques ou sociaux. Moi, je suis allée voir Louis Garrel hier soir, le film de Louis Garrel, qui est enfin un film policier vu du côté des brigands, quoi. J'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Voilà, si vous avez envie d'être un peu... Pas toujours du côté de la police et de la BAC, mais un peu du côté des bandits. Et sinon, on a fait 2 midinales cette semaine. Il y a Reprise en main de Gilles Perret, et c'est le réalisateur, c'est sa première fiction, et c'est le réalisateur qui d'habitude fait des films avec des documentaires avec François Ruffin, et RMN de Cristian Mungiu, qui est un réalisateur roumain. J'ai fait les midinales, qui a été primé à Cannes, qui a eu le Grand Prix à Cannes, et qui a gagné la Palme d'Or aussi. Je vous conseille ces 2 films, et d'aller voir les midinales que j'ai faites cette semaine. Voilà, c'était le quart d'heure masqué la plume. Exactement. Allez. Salut. Ciao.